Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour l'entretien de la semaine. Nous commémorons dans une semaine le 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre à venir, avec une Algérie débarrassée des mines antipersonnelles. Rendez-vous compte, nous parlons ici d'une lutte de plus d'un demi-siècle menée par l'armée nationale populaire contre un legs colonial des plus barbares. Plus de 10 millions de mines enterrées près des frontières est et ouest du pays qui ont fait depuis notre indépendance des milliers de morts et de blessés. Les tristement célèbres lignes Charles et Maurice font désormais partie du passé. On va tenter d'appréhender l'ampleur de cette vaste opération de déminage dans notre pays avec notre invité ce soir, le lieutenant-colonel Ben Othman Wahab du commandement des forces terrestres. Bonsoir monsieur, merci d'être notre invité ce soir. Bonsoir madame, merci à vous. Alors au 31 décembre 2016, l'ANP annonçait l'extraction de près de 9 millions de mines antipersonnelles en Algérie et c'était la fin de cette opération, de cette vaste opération de déminage dans notre pays, alors que nous avons toujours entendu parler d'un chiffre qui dépasserait les 10 millions. Pourquoi votre bilan s'arrête à ce chiffre-là? D'accord, c'est vrai madame que le chiffre de 10 millions déclaré au début des opérations de déminage qui est couramment lancé par les médias nationaux, oui. Il faut savoir que ce chiffre-là était déclaré ou était élaboré selon les résultats des opérations de reconnaissance et ce n'était qu'une estimation faite selon les données disponibles pendant cette époque. Donc le chiffre était calculé par la multiplication de la densité des mines qui est le nombre des mines présentes dans un mètre carré de terre, oui. Multiplié par la superficie totale des lignes ou des bandes minées aux frontières. Donc c'est comme ça qu'on a estimé ce chiffre. Mais si on a fini les opérations avec un bilan de plus de 9 millions, ça ne veut dire pas que le chiffre de 10 millions était loin de la vérité. Parce qu'un nombre important des mines a été actionné ou explosé par l'effet des animaux. Un nombre aussi important a été explosé par les effets des feux de forêt et oui. Tout ça. Donc un nombre important de mines. Mais un nombre qu'on ne connaît pas. En fait, un nombre qu'on ne maîtrise pas. Alors ceux dans les médias notamment qui parlent de près de 3 millions de bombes encore implantées dans le sol, sur le territoire algérien, eh bien ils sont dans l'erreur. C'est ce que vous dites ce soir. Oui, c'est ça. Oui. Alors le déminage en Algérie s'est fait principalement en deux phases, et notamment la première fois à partir de 1963 jusqu'en 88 avec l'extraction et la destruction de 7 819 120 mines et la dépollution de plus de 50 000 hectares de terre. Et à l'époque, il n'y avait que 2 bataillons de déminage. On imagine la difficulté de la tâche à l'époque, surtout qu'ils avançaient un petit peu à l'aveugle sur ces champs de mines. Oui. Sans des indications précises, c'est ce que je veux dire par là. Oui, effectivement, les opérations de déminage ont connu deux phases principales. Donc la première phase, c'est celle qui a suivi l'indépendance. Pendant cette phase, l'armée algérienne a pris en charge cette mission de déminage par la création de 2 bataillons de déminage spécialisés qui ont été créés spécialement pour s'occuper de cette tâche qui est la dépollution du territoire national de tous les vestiges de l'ère coloniale. Donc les 2 bataillons ont pris en charge cette mission, chaque bataillon dans une région. Donc le premier bataillon dans les frontières ouest et le deuxième bataillon dans les frontières est du pays. Donc, malgré le manque d'expérience à cette époque oui. et le manque de moyens sophistiqués et les moyens modernes à l'époque, donc les 2 bataillons n'utilisaient que des chars T-34 de fabrication russe de cette époque, équipés de quelques moyens pour permettre d'écraser les mines avec le passage de ces chars oui. et après le ramassage des mines restantes avec des outils simples. Donc c'est comme ça que se sont déroulées les opérations de cette époque. Mais malgré cela, les 2 bataillons ont réussi à extraire la majorité des mines
parce qu'ils ont réussi à extraire plus de 7 millions. Plus de 7 millions, 7 millions mines, 7 millions 819, c'est presque 8 millions mines à l'époque. En fait, presque tout le travail a été fait lors de la première phase. Voilà. Donc, ils ont réussi aussi à remettre plus de 50 000 hectares aux autorités civiles de superficie dépolluée complètement, réussissant ainsi à désenclaver les localités qui se trouvaient encerclées et enclavées entre les frontières et les lignes minières. Et les terres agricoles, notamment, qui n'ont jamais pu être exploitées à cause de ces lignes, lignes Chalais-Maurice. Alors ensuite, que se passe-t-il? Le déminage, est-ce qu'il s'arrête jusqu'en 2000? 2001, date de la ratification par l'Algérie de la Convention d'Ottawa. D'abord, si vous pouviez nous faire nous donner un bref donc aperçu sur ce que représente cette Convention d'Ottawa par rapport aux mines antipersonnelles. Et qu'est-ce qui se passe de 88 à 2001 par rapport au déminage? Voilà, donc pour la partie de la question concernant l'arrêt des opérations de déminage après 1988, parce qu'on parle évidemment à chaque fois d'une première phase de 1963 à 1988, là il faut dire que les moyens disponibles chez les deux bataillons qui étaient occupés de la mission à cette époque ne permettaient pas d'aller plus loin. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, même l'armée nationale populaire à cette époque a commencé à connaître une nouvelle politique de modernisation et de transfert et transfert de technologie. Voilà. Donc, on a transformé les deux bataillons en vue de les doter de moyens modernes et les permettre d'entamer de nouveau cette opération avec efficacité. Dans des conditions meilleures, en fait. Dans des conditions meilleures et les permettre d'aller dans les zones où ils ne pouvaient pas aller auparavant. Très bien, accéder à des zones difficiles d'accès. Ça, c'est pour la période d'arrêt. Il faut dire que les opérations n'étaient pas arrêtées pour de bon. Donc, elles étaient arrêtées en vue de les reprendre dès que les nouveaux bataillons seront prêts à le faire. Voilà. Et donc, par rapport à la Convention d'Ottawa, l'Algérie prend des engagements internationaux en termes de déminage. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Voilà, chaque État partie qui adhère à la Convention d'Ottawa doit établir et commencer à concrétiser un programme national complet sur le sujet de déminage qui contient plusieurs axes dont la prise en charge des victimes, la sensibilisation sur le danger des mines. Et les deux axes majeurs sont la destruction totale du stock de ce pays, du stock de mines utilisé par l'armée de ce pays, et qui, en relation avec l'article 4 de la Convention d'Ottawa. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait aussi. Et le deuxième axe, c'est la dépollution totale du territoire du pays concerné de tout engin explosif pouvant représenter un danger pour la population. Et là encore, l'arme du génie, c'est bien cela. L'arme du génie qui est formée par l'ANP dans ce sens, pour notamment la dépollution de ces terres. Donc, elle est complètement formée dans ce sens, c'est ce que vous voulez dire? Oui, l'arme du génie, parce qu'il a déjà acquis une expérience durant la première phase de déminage, c'est toujours l'arme qui a été chargée de nouveau de cette mission après la ratification de la Convention d'Ottawa. Oui. Donc on a chargé l'arme du génie de nouveau de prendre en charge, cette mission avec des moyens et avec une expérience relativement avérée pour cette étape. Alors à partir de 2004, c'est la relance du déminage par le chef de l'État. Et là, il y a certains paramètres à respecter, des délais fixés par la Convention d'Ottawa et des normes internationales en matière de déminage humanitaire. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Oui, si les opérations de déminage de la première phase étaient des opérations purement militaires et une affaire interne de l'Algérie, les opérations après 2004 ont eu une dimension internationale. Et chaque pays
opérant dans ce sujet doit respecter les normes internationales sur le déminage humanitaire. Ces normes, ce sont des règles à respecter pour l'exécution des travaux sur le terrain, pour assurer la sécurité des démineurs qui exécutent la mission, Oui. pour la transparence vis-à-vis les structures et les organisations internationales. Donc rendre des comptes. Voilà, l'Algérie rendre des comptes annuellement sur son projet, sur l'avancement de son projet. Et il y a vraiment plusieurs règles à respecter dans ce Donc la Convention d'Ottawa rend le déminage international, institutionnel, hein, finalement. Voilà, on peut dire ça. À partir de 2004. Alors, comment se fait un signalement d'une mine? Est-ce que les citoyens, par exemple, ont participé activement dans le déminage, dans le signalement des mines, lorsqu'ils en aperçoivent quelques-unes? Oui, pour les mines présentes dans les bandes minées des lignes Charles et Maurice. Oui. Les mines sont détectées par les démineurs à l'aide des moyens techniques, les détecteurs de mines, les sondes et tout ça. Donc il y a des moyens spéciaux pour la détection, pour la recherche. Donc les démineurs procèdent au ratissage de chaque centimètre carré des lignes à la recherche des mines. Donc chaque mine découverte est extraite et détruite sur le champ. Maintenant, les mines découvertes parfois, en dehors des lignes Charles et Maurice, ces mines-là sont généralement déclarées par le citoyen qui les ont trouvées. Le citoyen, généralement, se rapproche des brigades de la gendarmerie, des commissariats de police. Donc, dès que la mine a été signalée, les spécialistes de l'armée nationale populaire présents dans les unités les plus proches s'en occupent de la destruction de ces mines. Alors la France, effectivement, coloniale, avait implanté des mines ailleurs que sur les lignes Charles et Maurice. On se souvient d'un adolescent qui a perdu ses membres inférieurs du côté de Béjaïa, à Benixila, un adolescent de 14 ans. Alors justement, où est-ce qu'on a pu trouver aussi des mines antipersonnelles ailleurs que près des frontières? Malheureusement, les mines sont découvertes à travers tout le pays. Donc, des mines ont été signalées à Betna, des mines ont été signalées à Mila, des mines à Mascara. Donc, les mines ont été retrouvées un peu partout parce que l'armée coloniale était déployée partout et chaque unité a procédé au minage du périmètre de cette unité pour assurer leur propre sécurité. Ce qui rend, on imagine bien, cette mission encore plus difficile qu'elle ne l'est en réalité. La difficulté justement de ces opérations, les lignes Charles et Maurice sont constituées de barrages renforcés avec des réseaux denses de barbelés électrifiés. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu à quoi ressemble un champ de mines sur les lignes Charles et Maurice? Et est-ce que les lignes Charles et Maurice sont les champs de mines les plus difficiles au monde? Les barrages ou bien les lignes Charles et Maurice ne sont pas constitués d'une manière uniforme, parce que la densité d'obstacles varie selon la topographie et le terrain du secteur à protéger à l'époque. Oui. Donc, mais généralement, les barrages sont constitués de réseaux de fils barbelés, des réseaux de fils électrifiés, des champs de mines intégrés dans les réseaux barbelés. Et c'est ça qui rend difficile l'opération de déminage à l'époque et les opérations de franchissement des combattants de la Haleine. Donc les mines ont été intégrées dans le système ou bien dans le réseau des fils barbelés. Et donc il n'y a pas une seule ligne de minées dans le barrage. Donc il y a plusieurs réseaux mis l'un à côté de l'autre. Et c'est toute la complexité de ces barrages. Et chaque réseau, on a intégré des mines antipersonnelles dedans. Donc, alors, il faudrait peut-être rappeler brièvement dans quel contexte ces mines ont été implantées par la France coloniale. On parle d'un contexte de guerre, évidemment, des lignes érigées pour étouffer de l'intérieur l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, et par rapport notamment à l'aide logistique qu'elle pouvait recevoir des pays voisins. Oui, donc un rappel historique sur...
sur les lignes Chal et Maurice. Voilà, donc là on est sur les objectifs escomptés par les stratèges coloniaux à travers la réalisation de ces barrages. Donc l'armée coloniale visait plusieurs objectifs de l'ordre politique et économique, mais les objectifs les plus importants sont ceux qui concernent les militaires. Donc ces objectifs étaient de mettre fin au soutien logistique organisé à partir des pays voisins, oui. D'isoler les groupes combattants de l'intérieur, de leurs leaders et de leurs commandants à l'extérieur, oui. D'empêcher la reconstitution des unités derrière les frontières. Voilà, ce sont les grands objectifs militaires de cette opération. Alors, les méthodes et outils de déminage, ils ont sans doute beaucoup évolué avec le temps, notamment en matière, on le disait tout à l'heure, de protection de l'humain, en matière de déminage humanitaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les moyens utilisés aujourd'hui en matière de déminage, notamment sur les deux phases, hein. Vous parlez d'évolution des moyens. Tout à fait. Donc les moyens et les équipements de déminage ont évolué remarquablement par rapport à la première phase. Donc depuis qu'on utilisait des chars et des moyens et des outils manuels simples, oui. Donc aujourd'hui on a pu équiper nos détachements en charge des opérations de déminage avec des détecteurs modernes, de technologies très évoluées, avancées, voilà, et des moyens et des équipements, des tenues de protection pour assurer leur L'Algérie s'est équipée dans ce sens, oui, au fil du temps. Oui, tout à fait, oui. Et la France qui n'a remis la cartographie de ces zones minées qu'à partir de 2007, qu'est-ce qui a changé en matière de déminage à partir de 2007? Est-ce qu'on a pu retrouver les mines plus facilement? Sans doute. Malheureusement, les documents remis par la France ont été remis en 2007, et ce après avoir fini toutes les missions de reconnaissance et de délimitation des lignes Chal et Maurice. Donc même le travail, la majeure partie du travail était déjà faite, donc la grande partie était déjà dépolluée. Donc techniquement, ces documents qui ne comportaient que des schémas généraux de la ligne Chal et quelques correspondances relatives à la réalisation des projets et des barrages. Donc pour les démineurs, ces documents n'étaient d'aucune valeur sur le terrain. Donc nous, comme des spécialistes, comme des démineurs, on avait besoin de ce qu'on appelle les plans de repérage des champs de mines. Chaque plan contient les coordonnées exactes et la disposition des mines dans le champ, donc avec les coordonnées exactes de chaque mine. Et donc ça n'a pas été fourni. Ça n'a pas été fourni par la France à ce moment-là. Ouais. Alors il y a eu sans doute aussi l'effet de l'érosion, des rivières aussi qui charrient les mines. On dit que la nature a évidemment repris ses droits sur ces zones minées et que là aussi ces cartes ont été peu utiles à ce niveau-là aussi. Est-ce que c'est vrai? Les facteurs climatiques, donc c'est vrai qu'un nombre très important des mines s'est déplacé par l'effet de l'érosion et l'effet climatique, mais ce problème, on ne peut pas le relier avec les cartes, parce que ça c'est un autre problème indépendant. Donc les mines se sont déplacées à des distances relativement importantes parfois. Donc même si les mines ont été portées sur les cartes, donc ça n'a pas de relation vraiment de l'ordre technique. Donc ça confirme encore une fois que les cartes n'ont pas permis de retrouver les mines facilement. Et comme vous dites, le travail avait déjà été fait, le travail de repérage. En fait, on va parler de coûts. Et là, on va comprendre un petit peu l'ampleur des efforts consentis par l'État par rapport au déminage dans notre pays. On parle de $1000, d'une somme de $1000 pour déminer, pour en fait désamorcer une mine en Algérie. Est-ce que vous confirmez? Oui, je le confirme. Est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Parce que, pour l'armée nationale populaire, on n'a pas
insisté sur les coûts. Oui. Et pourtant, ça a un coût. Voilà, ça a un coût. Chez les organisations internationales qui suivent le dossier des mines, donc il est connu que la fabrication d'une mine ne coûte que quelques centaines de dollars. Mais le désamorçage ou bien l'extraction et la destruction d'une mine coûte plus que 1000 dollars. Donc c'est vrai que le coût de déménage reste élevé. Mais nous, en Algérie, la question était de dépolluer la terre algérienne et de désenclaver les localités et débarrasser le citoyen de ce danger qui risque sa vie. Voilà. Très bien. Alors, on va parler du nombre de victimes. Vous avez sans doute un bilan exhaustif, puisque là encore, on retrouve des chiffres différents sur le nombre à la fois de décès, de morts, mais aussi de blessés qui donc ont été touchés par ces mines. Et on sait que lorsqu'une personne marche sur une mine, elle a très peu de chances en fait de s'en sortir indemne. Oui, c'est vrai. Pour les victimes des mines en Algérie sont prises en charge par les victimes civiles. Oui. De mines sont pris en charge par le ministère de la Solidarité nationale. Et ce, à travers l'ordonnance numéro 74-3 du 16 janvier 1974, qui est portant sur l'attribution des pensions aux victimes d'engins explosifs posés pendant la guerre de libération nationale. Il y a eu un comité interministériel qui a pris en charge, sur le plan juridique notamment, tout ce volet de déminage. Voilà, donc les victimes recensées durant la guerre, les victimes civiles recensées durant la guerre de libération nationale sont de l'ordre de 4830 victimes. Parmi lesquelles 3829 victimes directes, 808 veuves de victimes et 193 ascendants de victimes. Donc, après l'indépendance, il y a eu 2470 victimes. Donc le total est de 7300 victimes. Donc c'est vrai que le ministère de la Défense nationale n'est pas en charge de ce dossier, mais ces victimes sont prises en charge par le ministère de la Solidarité nationale. Très bien. Alors, la Convention d'Ottawa fêtera cette année son 20e anniversaire depuis sa mise en place. Après, il y a eu bien sûr la signature et la ratification, notamment par l'Algérie. Et l'Algérie a honoré ses engagements 6 mois à l'avance. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à notre vis-à-vis à l'international? C'est une consécration, évidemment, pour nous. Oui, tout à fait. Permettez-moi ici de souligner, dans ce contexte, que grâce au soutien du haut commandement, et notamment les orientations et le suivi direct de monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le programme algérien de déménage était toujours apprécié par les spécialistes internationaux en déménage, pour son efficacité et sa transparence. Et l'Algérie a été toujours félicitée à maintes reprises par les organisations internationales pour les efforts qu'elle a consentis et les initiatives qu'elle a prises dans ce domaine. Oui. Et maintenant, l'objectif majeur de notre pays est d'œuvrer en collaboration avec nos partenaires pour arriver à un monde exempt de mines à l'horizon de 2025. Voilà. On en arrive justement à la dernière question et vous avez pratiquement déjà répondu à cette question. L'Algérie, vous dites effectivement, elle devient une référence en matière de déminage. C'est l'Union européenne notamment qui en faisait référence récemment après l'annonce de la fin des opérations de déminage dans notre pays. Est-ce que l'Algérie pourrait aider d'autres pays qui souffrent encore de ce fléau colonial comme nous avons pu en souffrir? Est-ce qu'elle pourrait apporter sa contribution, son expérience, son expertise en la matière? Bien sûr, l'Algérie est toujours disposée à fournir des aides techniques et même physiques à tout pays ami, notamment les pays membres de la Convention dans ce domaine, parce qu'on a vraiment acquis une expérience remarquable dans ce domaine. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas été sollicité dans le domaine, mais
l'Algérie est toujours disposée à le faire. Voilà. Très bien. Merci. Lieutenant-colonel Ben Othman Wahab du commandement des forces terrestres, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission, le replay de l'émission, vous pourrez le retrouver sur notre page Facebook. Notre invité, mercredi prochain, nous serons le 1er novembre et Canal Algérie vous proposera un programme spécial, histoire, on l'imagine bien. Nous, on se retrouve à partir du 8 novembre prochain. Je vous souhaite une excellente suite des programmes, très bonne suite des programmes justement et au revoir.